t'as de plus en plus d'athlètes et d'équipes qui prennent des psychologues ou des préparateurs mentaux pour travailler sur l'individu, sur le collectif ou même, tu vois, sur les staffs. S'entraîner pour s'entraîner ou investir pour investir, encore une fois, si t'as pas une intention claire, t'apprends pas forcément grand-chose. Pour simplifier, ton cerveau fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il y a des moments où c'est important d'être consciemment incompétent et consciemment compétent. Qu'est-ce que je sais vraiment faire ou qu'est-ce que je sais pas faire? Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. L'investisseur, tout comme l'entrepreneur, se trouve quotidiennement face à de nombreuses incertitudes, des déconvenues, épreuves émotionnelles qu'il doit gérer au mieux pour continuer et voir le fruit de ses efforts. Ça fait partie du job. Le mental, c'est donc la clé d'un parcours durable, réussi et épanouissant. Alors comment se préparer au mieux mentalement ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Anaëlle Malherbe sur le podcast. Aujourd'hui, Anaëlle est psychologue, clinicienne du sport. Elle accompagne des sportifs de haut niveau et des équipes notamment et athlètes olympiques, mais aussi des entrepreneurs, des managers et dirigeants dans leurs projets de performance et de bien-être psychologique. Au cours de la conversation, on évoque de nombreux points d'amélioration et de problématiques auxquelles font face les athlètes de haut niveau, mais aussi les autres performeurs dans leur activité. Comment préparer son mental avant, pendant et après une compétition, prendre de meilleures décisions dans un environnement de stress intense, travailler efficacement sur une échéance aussi long terme que les Jeux Olympiques et rester motivé, utiliser des outils de visualisation, méditation, sophrologie ou hypnose, comment calibrer rapidement son énergie, son stress face à une grosse échéance ou une épreuve imminente à laquelle on doit faire face, un épisode qui va t'inciter à embarquer ton cerveau sur de nouvelles configurations face à des obstacles qui se retrouveront inévitablement sur ton chemin. Je serais curieux de connaître ton appétence sur ce type de sujet qu'on dévoile aujourd'hui, un peu plus mindset. N'hésite pas à me le dire en commentaire sur Spotify ou sur YouTube. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute et à la newsletter qui l'accompagne sur investisseur40.com/nl. Allez sur ce, on attaque sur notre conversation. Tu l'entendras, le tout début de la conversation a été coupé malheureusement. On démarre vraiment au moment où Anaëlle, après s'être présentée, nous parle du rôle de la préparation physique et mentale dans le parcours d'entraînement de sportifs de haut niveau. C'est parti. Et primordial parce que d'une certaine manière c'est aussi toute la base sur laquelle l'athlète va se construire, qui va permettre d'être aussi en prévention blessure, de développer son potentiel, qu'il soit en termes de puissance, qu'il soit en termes d'endurance, etc., en fonction de son sport. Mais maintenant c'est quelque chose qui est ancré dans les mœurs, c'est-à-dire que dans chaque équipe de haut niveau, t'as un préparateur physique. Avant, l'entraîneur faisait tout. Maintenant, l'entraîneur fait la partie technico-tactique et le préparateur physique fait la prépa physique. Depuis quelques années, la prépa mentale s'est vraiment développée. Je pense qu'on a bien rattrapé le retard des anglo-saxons maintenant. Enfin, je pense qu'on est dans les pays qui commencent à être bien avancés là-dessus. Et donc, du coup, t'as de plus en plus d'athlètes et d'équipes qui prennent des psychologues ou des préparateurs mentaux pour travailler sur l'individu, sur le collectif ou même, tu vois, sur les staffs. Et ça devient vraiment l'une des parties différenciantes maintenant, parce qu'à très haut niveau, ils sont quasiment aussi forts d'un point de vue technico-tactique et d'un point de vue physique. Et ce qui va faire la différence, c'est la manière dont tu vas gérer la performance à l'instant T. Tu vois, cet été, pour certains, c'était la compétition de toute une vie, de faire les JO à la maison en plus. Quand t'as quelques secondes pour faire ton 100 mètres ou que t'as une journée pour faire ta perf en escrime, si t'es pas bon ce jour-là, ça marchera pas. Et donc c'est comment tu gères tes émotions, tu gères ta concentration, la prise de décision, la communication quand t'es sur du par équipe, le lien avec l'entraîneur. Donc tous ces éléments-là, à un moment donné, vont te permettre de transformer l'essai ou pas par rapport à tes capacités. Et c'est quelque chose qui a toujours... tu disais qu'il y avait encore un gap avec les anglo-saxons, c'est quelque chose qui évolue encore beaucoup, c'est l'importance que l'on voit dans la performance de la préparation mentale. Déjà, les athlètes en parlent de plus en plus. Tu vois, je trouve que depuis les JO de Rio, donc en 2016, ça a énormément évolué. Il y en a de plus en plus qui sont en demande de suivi. Tu vois, on n'est pas assez staffé pour au final prendre toutes les demandes maintenant en prépa mentale, alors qu'il
y a quelques années, c'était encore tabou. Donc clairement, je pense qu'il y a une énorme évolution et ça va aussi avec le fait de staffer les équipes. Je pense que ce sera la prochaine étape. Pour l'instant, tu vois, moi, dans mes missions INSEP, je suis mise à dispo. C'est-à-dire que, entre guillemets, je suis prêtée à la fédé d'escrime, judo, cyclisme, etc. pour travailler avec des équipes ou des athlètes. Mais à un moment donné, au vu du nombre de demandes et l'impact aussi que ça a, il faudra aussi proposer à l'intérieur des staffs des psys et des préparateurs mentaux qui seront intégrés et qui pourront travailler avec un ou deux collectifs sur le moyen long terme. Donc c'est là où je te dis, pour nous, on a encore un gap. C'est qu'on n'est pas encore suffisamment nombreux en France, aussi avec cette double casquette psy et prépa mentale, à intervenir. Et il y aura des moyens humains et financiers à mettre en place pour que l'ensemble des équipes de France, déjà, tu vois, puissent avoir un intervenant, ce qui n'est pas encore le cas là en 2024. Tu penses que c'est vraiment lié prépa mentale et psychologie En fait, pour moi, c'est très différent. Et en même temps, c'est complémentaire. C'est différent parce que prépa mentale, si toi tu veux l'être demain, tu dis voilà, moi je suis prépa mentale, j'accompagne les athlètes ou les chefs d'entreprise. C'est pas certifié et donc du coup surtout c'est pas contrôlé. Et on est sur en fait vraiment. Souvent, la métaphore que je donne, c'est un peu l'iceberg. T'es sur la face visible de l'iceberg. T'es sur le traitement du symptôme ou sur développer des habilités. Mais t'es pas sur un travail de fond. Là où psy, en fait, j'ai fait 5 ans d'études, voire plus, parce que tu continues à te former, mais comme kinésithérapeute ou médecin, tu peux pas mettre ta plaque si t'as pas validé ton diplôme. Donc déjà, t'as une garantie de formation qui est vraiment, enfin, tu vois, entre 1 jour, 1 an à peu près pour la prépa mentale et 5 ans pour un psychologue, c'est déjà hyper différent. Et on va travailler aussi beaucoup plus en profondeur pour comprendre le fonctionnement conscient-inconscient de l'individu, le fonctionnement du système dans lequel il est, donc l'équipe de France, son sport, sa boîte, etc. Et il y a certains blocages qui vont être beaucoup plus psy. Et donc, si tu vas pas travailler en profondeur sur la problématique, t'as beau poser un pansement ou donner un exercice pour travailler sur la concentration, si ton athlète il est dépressif, ça sert à rien de faire ça. Tu vois, c'est comme donner un médicament antidouleur alors que la personne, je sais pas moi, elle est amputée, tu vas pas lui rendre sa jambe. Donc du coup, c'est vraiment pour moi l'idée de travailler sur les deux et le profil optimal, il a ces doubles compétences pour être sur des outils perf et sur la compréhension vraiment globale de l'individu et du système. C'est entendu, c'est vrai qu'on voit la différence entre les deux. Il y en a un qui est beaucoup plus profond aussi et qui va aller chercher les réponses pour développer l'autre partie plus superficielle qui va être l'implémentation d'outils peut-être à l'instant T, au moment donné. La préparation mentale dans l'acte même d'une compétition ou d'un moment important dans la vie d'un entrepreneur, par exemple. Est-ce que quelle est sa place dans la temporalité entre l'avant, le pendant, voire même l'après? Est-ce que c'est beaucoup en fait l'avant qui va avoir la préparation, on prépare avant et puis après il y a plus vraiment de préparation sur le moment. En fait, c'est l'automatisme qui va jouer et donc il y aura plus vraiment lieu d'avoir des méthodes ou des outils à ce moment-là. C'est comme ça que ça fonctionne. En fait, ta question elle est hyper intéressante parce que c'est souvent la question que certaines personnes me posent. Tu vois, là, il y a quelques semaines, je suis intervenue pour KPMG et du coup, il y avait un auditeur grand compte qui me posait la question justement de la pertinence de l'après. Tu vois, parce qu'en gros, on se rend compte qu'on fait souvent des briefs, mais on fait pas toujours de débriefs. La temporalité, elle est primordiale. Avec un athlète de très haut niveau, c'est pas 2 jours avant ou 6 mois avant que tu bosses. Tu vois, je te donne un parallèle avec la prépa physique. C'est pas parce que tu fais 10 tractions ou que t'as fait 4 séances de sport que d'un coup, tu vas être gaulé comme un Golgoth. C'est parce que tu le travailles dans le temps que t'automatises les choses. Donc, moi, je travaille au moins 1 an avant, voire sur l'Olympiade, et il y en a, ça fait 2 Olympiades qu'on bosse ensemble. Donc, la connaissance de soi et l'automatisation pour appréhender, développer, renforcer les outils et donc du coup l'impact que ça va avoir sur tes habilités mentales est primordial. Le pendant, sur les JO, il y a des moments où je suis intervenue à la demande ou quand je voyais des situations un peu touchy, du style
une équipe qui passe à côté de la finale, mais qui peut aller chercher une médaille de bronze. Bah, il y a un moment où d'un coup, c'était pas l'objectif, hein. L'objectif, c'était d'aller chercher la médaille d'or, mais pour autant, t'as le choix entre rentrer bredouille ou aller chercher une médaille de bronze. La dynamique dans laquelle le collectif était a fait que je suis allée d'abord voir le coach. On a travaillé sur la gestion de ses émotions et sur quel pitch il allait avoir vis-à-vis des athlètes, et puis ensuite d'aller remobiliser chacun en fonction de ce qui va lui parler à lui en termes de profil, en termes de motivation, etc. Donc à ce moment-là, je peux intervenir. Ou si on vient me voir et qu'il y a un gros pic de stress et qu'il faut juste redescendre un peu, c'est possible. Mais je réinvente pas tout le jour J. Tu vois, c'est pas le jour J que tu travailles. Et après, le débrief, pour moi, il est hyper important. Au moins autant que l'avant. Parce que quand on va débriefer, en fonction des objectifs et des intentions qu'on a posées en amont, ça te permet de voir ce qui a fonctionné et qu'on peut continuer de renforcer ou d'améliorer, et ce qui a pas fonctionné ou moins bien et qu'on va chercher à corriger. Et donc ça te permet d'avoir une boucle vertueuse où ton débrief te permet de poser les objectifs qui vont venir par la suite, donc de poser les prochains peut-être objectifs de travail ou prochains objectifs de compète, de redébriefer derrière, et donc en fait t'as un cycle comme ça qui te permet de monter en compétence. D'accord, ouais, c'est parce que parce que c'est pas juste une compétition, c'est dans la vie, dans la carrière, voilà, c'est un ensemble d'obstacles qui font que ça va te donner la chance de travailler certaines choses pour toujours pour la prochaine, quoi. Exactement, exactement. Et tu parlais juste avant il y a deux sortes de choses que la psychologie pouvait faire, c'était soit réparer, soit créer des habilités, des capacités nouvelles. Et dans ce chapitre un petit peu créer des capacités nouvelles, c'est un domaine qui m'interroge beaucoup, notamment par rapport à cette notion de dépasser ses limites mentales, de casser un petit peu ce plafond de verre. On a toujours qu'on peut se faire mentalement une idée d'un certain plafond qu'on peut pas dépasser, et c'est toujours un peu assez passionnant de se dire quel est comment on peut dépasser ce plafond de verre, et quelle est notre limite à nous? Est-ce qu'on a tous la même déjà? Et comment évaluer déjà quelle est notre limite à nous qu'on peut dépasser et qui est pas celle qu'on a dans la tête? Déjà, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes limites parce que pour le coup, on est tous différents, et en fait, en fonction de ce qui s'est passé dans ta vie, en fonction de ta personnalité, en fonction de l'environnement dans lequel tu as évolué, tu vas avoir une perception différente de tes capacités, de ce qui est faisable ou pas dans la vie. Et donc du coup, ça construit des croyances. Tu vois, dans notre jargon, on parle de croyances limitantes ou de croyances génératrices. Tout à l'heure en off, tu me disais, en France, on est très émotionnel vis-à-vis de l'aspect financier, ce qui est une réalité. Mais tu vois, rien que ça pose aussi le fait que en France, on va très certainement, par rapport à l'aspect financier, gérer les choses très différemment que les Américains, qui sont dans qui ont moins de tabous là-dessus, qu'osent plus prendre des risques, investir, etc. Et si en plus t'as eu une super expérience ou une mauvaise expérience, tu vas créer une croyance en te disant si je fais ça, à chaque fois que je fais ça, ça fonctionne. Ça a fonctionné une fois. Alors si ça t'aide, tant mieux, mais des fois ça peut t'amener à prendre des risques qui sont pas les bons. Et inversement, c'est pas parce que ça a pas fonctionné une fois que au final ça fonctionnerait pas une deuxième fois. Donc c'est prendre conscience de quelles sont tes croyances, quelle est ta carte du monde, et quelles sont les ressources que tu peux avoir et le type de profil. Je pars dans tous les sens, mais ça me fait penser à un autre point que j'ai pas mal travaillé aussi avec plusieurs équipes de France, ou même tu vois avec des traders. J'en ai eu en suivi, c'était hyper intéressant, sur leur profil. Tu vois, là, il y en a un que j'accompagne qui est dans une très grosse banque, avec beaucoup de responsabilités, et du coup, il me parlait des situations où, par exemple, le marché s'emballe, t'as quelques heures pour réagir. Si t'as un profil qui est plutôt profil orienté opportunité, tu vas très certainement prendre beaucoup plus de risques que si t'as un profil qui est hyper sécuritaire. Donc c'est-à-dire que toi et moi, avec deux profils différents et la même situation, on va clairement
avoir une prise de décision qui sera très certainement différente. Et donc en fait, quand tu as conscience de ça, il y a des moments où tu peux dire dans telle situation, mon profil préférentiel, il est hyper adapté, dans telle autre solution, peut-être que ça peut être intéressant que j'ai un binôme qui m'aide à voir l'angle mort que je prends pas en compte d'habitude, ou à prendre un pas de recul et à me dire comment je pourrais interpréter la situation différemment. Donc en fait, en fonction de tout ça, ça te montre un peu aussi, entre guillemets, ton potentiel. Et je pense que ton potentiel, il se développe peut-être jusqu'à la fin de ta vie. Enfin, tu vois, on continue constamment à apprendre à se connaître, et ça va être hyper en lien avec ce qui se passe dans ta vie quotidienne, ta vie pro, ta vie perso, au niveau sociétal, etc. Donc, tu serais plutôt d'avis qu'il faut constamment chercher à se dépasser sans forcément savoir, ou pouvoir toucher du doigt là où notre maximum, notre plafond à nous est, quoi, finalement. Je pense que c'est plus une question d'appétence. Tu vois, moi, je suis dans un environnement où forcément, je suis biaisée parce que je suis que avec des performeurs. Les athlètes, les managers, les chefs d'entreprise, tu vois, c'est que des gens qui veulent performer. Donc, j'ai envie de te dire, dans ce cadre-là, oui, mais t'en as, ils n'ont rien à faire en fait d'être dans la performance, et eux, ce qu'ils veulent, c'est juste se sentir bien dans leur vie perso, ou tu vois, avoir un équilibre de vie. La génération qui débarque, elle va bien nous challenger là-dessus. Et donc du coup, à ce moment-là, c'est peut-être autre chose qui sera à affiner pour eux, et ce sera pas la question de comment je peux être une meilleure version de moi-même ou je peux être plus performant, mais c'est comment je peux trouver un équilibre dans un environnement où on est quand même bien challengé là-dessus. Ouais, parce qu'il y a les forces extérieures qui font que déjà à la base, on n'est pas dans un équilibre statique, quoi. Déjà, on est déjà en lutte contre quelque chose. Donc rien que ça, c'est une performance. D'accord. Il y a aussi un truc qui m'interloque qui m'intéresse dans cette partie travailler avec des athlètes, et qui peut-être aussi a une vision différente de la personne qui veut entreprendre. C'est cette notion liée à la temporalité aussi, les objectifs de 4 ans quand on va faire les JO, où on a en fait on a un objectif très long terme, mais à côté de ça, donc il faut se préparer pour cette échéance-là, mais en fait, c'est des actions du quotidien qui vont être très répétées, très régulières avant en fait cette échéance de 4 ans. Enfin, et tu vois, et comment travailler, garder cette motivation, préserver une performance, voire même en fait avoir cette vision long terme de la performance qui à terme va nous amener là où on veut aller à horizon 4 ans. Et tout ça en gardant une vue sur ce qu'on fait au quotidien et sur l'impact que ce qu'on fait au quotidien pour cet objectif qui est encore très long terme. Tu vois, c'est un peu pareil dans l'investissement en fait, parce que c'est on veut quelque chose, mais en réalité on l'aura pas, on l'aura dans 5 ans, dans 10 ans. Se projeter et faire une sorte de mécanisme en arrière pour dire quelles sont les actions que je dois mettre en place maintenant et dans quelle régularité, et où est-ce que je trouve cet encouragement à continuer et à voir que ça va produire des efforts et ça va m'amener là où je vais aller quand l'objectif est si lointain que, tu vois, 4 ans. Donc si je reformule ta question, c'est comment garder la motivation, c'est ça, quand t'as un objectif qui est plutôt moyen long terme? Ouais, et organiser ta préparation, que ça soit physique ou mental en fait, dans cette échéance. En fait, il y a quand même un point qui peut rejoindre l'investissement, c'est que tu peux avoir le rêve de faire les jeux, sauf que tu sais jamais en amont si tu vas vraiment avoir la possibilité de le faire ou pas. Parce que la concurrence qu'on a en interne en France dans différents sports est quand même très forte, et donc du coup t'as quand même toute une bataille à avoir pour avoir ton ticket d'or, quoi, tu vois, d'être sélectionné déjà pour participer aux Jeux Olympiques, et ça se décide souvent sur les derniers mois. C'est-à-dire que tu vas avoir un certain nombre de points en fonction des sports, c'est pas la même mécanique, mais qui te permet de monter dans ta ranking, donc du coup d'être dans les X meilleurs au niveau international, et après tu as des compétitions qui vont être décisives. Donc c'est à la fois je monte en compétences et je me place, tu vois, sur le moyen terme, mais en même temps il y a des échéances où faut que je les réussisse pour pouvoir être sélectionné. Et puis rajouter à ça, t'en as certains pour lesquels les quotas sont nominatifs, tu décroches ton ticket, c'est pour toi. Et puis il y en a d'autres, c'est pour l'équipe de France.
Donc, en plus, tu peux avoir décroché le ticket, mais c'est ton concurrent qui y va. Donc, tu as quand même une grosse part d'incertitude qui fait que moi, je joue à 2 niveaux sur l'objectif qui te tient vraiment, enfin ton rêve à moyen long terme, et on travaille dessus pour que la motivation soit forte, le sens soit clair aussi de pourquoi tu veux le faire, parce que le chemin il est pas de tout repos. Et ensuite, on va travailler sur des objectifs plus court-termistes, avec l'idée que en fait tu vas continuer à développer tes compétences au fur et à mesure. Et donc du coup, il y a des compètes qui peuvent être des compètes décisives au niveau de la perf, et puis il y a des compétitions qui vont être des compétitions entre guillemets d'entraînement pour valider certaines compétences. Si t'es que dans une logique de performance et que à aucun moment tu cherches à développer tes compétences, globalement ça sert à rien. Parce que t'as moins conscience de comment tu fonctionnes et t'as pas une intention qui est claire. Si je transpose à ma petite échelle par rapport, tu vois, à ton domaine, si tu dis bah j'investis mais je sais pas quelle est l'intention derrière, c'est de capitaliser, c'est de réduire mon imposition, bah déjà c'est pas la même chose. Donc c'est que ton intention de départ soit claire, que ton objectif à moyen long terme le soit aussi, et après en effet tu vas avoir des cycles où tu vas apprendre de tes erreurs, tu vas développer d'autres aspects, etc. Ça répond à ta question ou pas? Oui, Ouais. tout à fait. En fait, et je pense que ça soulève le point qu'en fait, il faut pas rechercher. Tout dépend de ce qu'on recherche en fait, et que si on trouve un autre objectif finalement qui est pas forcément celui qui était le plus évident, mais qui va nous permettre de nous garder, qui est plus atteignable ou qui est plus en phase avec la temporalité. Encore une fois, où on va avoir parce que c'est ça qui est encourageant aussi, c'est quand on a quelque chose qui s'enclenche derrière une action qui est mise en place. Bah en fait, on va gagner. Et on va créer le pont qui va derrière peut-être nourrir l'objectif final qui est peut-être moins plus risqué, moins accessible, mais on aura créé en amenant des mini objectifs, si j'imagine un peu comme ça, en amont. Ouais. Et amener la réalité lointaine un peu plus proche de nous finalement. En fait, C'est ça, c'est rendre les choses plus accessibles. Tu vois, moi je trouve que c'est intéressant de se projeter à moyen long terme. En même temps, bah, on est que sur des hypothèses. Pareil, tu vois, dans ton domaine, on est que sur des hypothèses. Hein. Tu dis, bah, le marché, machin et tout. Mais en vrai, il y a plein de fois où on se rend compte que t'as une crise qui arrive, personne l'a vu. Covid, on a tous été impacté d'un point de vue planétaire, personne l'a vu arriver. Donc, tu peux avoir des événements qui vont avoir un impact, mais t'es que sur des hypothèses. Et je trouve que réussir à avoir un court moyen terme qui va dépendre des personnes, ça te permet d'être davantage dans la maîtrise. Moi, je trouve intéressant de me projeter à 3 ans, parce que c'est suffisamment long pour essayer de construire un plan. Ou 3 ou 4 ans, tu vois. Et en même temps, ça reste atteignable, et donc du coup, bah, je peux faire un peu mon rétro-planning sur les objectifs sur lesquels j'ai envie d'évoluer et de sentir que j'ai un impact dessus. Ouais, c'est pas mal ça. Horizon 3 ans, effectivement, c'est un peu le truc un peu qui est bien calibré, quoi. Dans les outils et les routines peut-être qui aident à justement à se préparer mentalement et à performer mieux que ce que le physique uniquement pourrait nous donner, la préparation physique. Il y a pas mal de choses, méditation, visualisation ou autre. J'imagine qu'elles sont aussi adaptées, plus ou moins adaptées en fonction de son profil aussi. Ouais. Est-ce que tu peux essayer de ranger ou de classer ces outils en fonction des profils, peut-être en deux, trois profils types, si c'est possible, ou comment tu un peu ambitieux, ouais, ou peut-être juste donner un peu les grandes idées de ce que chaque outil peut apporter, ouais. Alors, si je te parle vraiment des outils de base, entre guillemets, pour moi, t'as la fixation d'objectifs. Pareil, tu vois, il y a beaucoup de managers et d'entrepreneurs qui se disent savoir le faire. Et en fait, je me rends compte en bossant avec eux qu'ils ont une manière de faire, mais avec pas mal de biais. Donc ça, je trouve que c'est une base qui est hyper importante, parce que si je te reprends l'exemple de ma projection à 3-4 ans, bah, je vais être hyper au clair sur ce que je souhaite. J'ai la possibilité d'être ambitieuse, mais en même temps réaliste. Donc ça joue sur ta motivation, ta concentration, etc. Et ensuite, je vais construire des objectifs en prenant en compte mes propres freins,
et mes propres ressources. Donc, enfin déjà là-dessus, je pense que c'est hyper important parce que ça t'aide à avoir davantage de maîtrise sur ce que tu veux aller chercher. S'entraîner pour s'entraîner ou investir pour investir, encore une fois, si t'as pas une intention claire, t'apprends pas forcément grand-chose sur cette expérience. En tout cas, c'est mon point de vue. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est en effet routine de performance. Donc, c'est la manière dont tu vas te préparer avant une situation ou une échéance clé. Ma finale ou ma journée des JO, ma compète sur les championnats du monde, le moment où je vais pitcher face à un investisseur, etc., etc. Ou une réunion que j'anime, tu vois. Et donc, du coup, ça va être des comportements, des émotions, un discours interne que tu vas optimiser dans l'idée d'arriver et d'être le plus efficace possible par rapport à un état émotionnel un peu prédéfini en amont. Après visualisation, t'as plein de types de visualisation. T'as technique, t'as émotionnel, confiance, etc. Pour simplifier, ton cerveau fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc quand tu dors et que tu te dis que t'es aux Bahamas avec ta femme et tes enfants, bah t'es persuadé que t'es aux Bahamas avec ta femme et tes enfants. Mais en fait, pas du tout. T'es dans ton lit, il fait 10 degrés dehors et il y a du brouillard. Bon, voilà, ça c'est la réalité. Donc en fait, quand tu fais une bonne visualisation, tu vas aussi développer et renforcer des schémas neuronaux qui t'aident à automatiser davantage. Donc à changer ta technique, peut-être même ton mindset, ta perception, etc., etc. Donc ça, c'est un outil qui peut être hyper puissant et t'as différents types d'imagerie, même pour travailler sur la blessure, sur la douleur, etc. Après, t'as en effet tout ce qui est méditation, qu'on utilise dans le sport, plutôt dans l'optique d'être dans une posture d'acceptation. C'est-à-dire, j'accueille ce qui se passe. Je suis pas en train de subir et dire je suis ok. Je suis en train de faire avec. Quand je dis acceptation, je repose ça parce que t'en as plein qui se disent bon, ça veut dire que je suis ok sur une situation qui est négative. Non. Là, il y a une situation, tu peux pas la changer. Comment tu fais avec ça? T'es blessé, ça va pas s'enlever d'un coup de baguette. Donc, comment t'accueilles ça et comment tu vas gérer la situation? Donc, méditation, ça va être sur la concentration, sur les émotions. Après, faut pas le faire non plus à n'importe quel moment, mais ça peut être des outils. T'as tout ce qui est sophro, t'as tout ce qui est hypnose, qui aide aussi sur les croyances, sur les émotions, sur même des choses beaucoup plus psy. Ça, on va dire que ça va être peut-être les principaux outils. Je pense que j'en oublie, mais ouais, tu vas être sur les outils que la majeure partie des préparateurs mentaux utilisent, je pense. Qui sont utiles aussi pour l'entraînement, pendant l'entraînement, pas uniquement du coup pour une préparation d'une échéance particulière, c'est aussi pour transformer, que ce soit l'esprit ou le corps, se préparer physiquement petit à petit un peu mieux à recevoir un entraînement et après du coup performer un peu mieux, c'est ça Ouais, en fait pour moi t'as plusieurs étapes, tu vas l'utiliser et te l'approprier à l'entraînement et une fois que ça marche, tu le mets sur une compète qui a pas trop d'enjeux. Tu vois, tu mets pas sur la compète de l'année, mais sur la compète qui a pas trop d'enjeux pour, au final, la tester sous stress, parce que t'as forcément un peu plus de pression ou plus d'adrénaline, et ensuite ça te permet d'avoir des bases plus solides sur le jour où t'as vraiment ta grosse échéance. Donc c'est d'y aller aussi step by step. Donc c'est un peu créer un animal ou à côté de soi ou du coup une énergie qu'on va apprivoiser dans un premier temps pour qu'elle nous aide il y a une relation quand même entre il y a un apprentissage de cet outil au démarrage. Ouais. C'est pour ça que tu le fais pas directement sur la grosse échéance que tu as vue, mais tu le fais à l'entraînement pour comprendre déjà un peu mieux comment ça fonctionne, comment toi tu réagis par rapport à cet outil-là. Exactement. Ouais. Et comment tu peux te l'approprier, parce que d'une personne à l'autre, tu vois, si je prends la visualisation, il y en a qui vont être très visuels, d'autres très auditifs, d'autres beaucoup plus kinesthésiques. Tu vois, les athlètes, ils sont très kinesthésiques sur les sensations. Donc en fait, on dit visualisation, mais tu peux prendre les cinq sens. Et donc on va affiner en fonction de toi, tes préférences. Et je te prends un autre exemple. Très technique, mais tu vois, moi je viens du judo à la base. Une même prise, on va pas du tout avoir les mêmes points de focus. Moi je me rappelle quand
quand j'en faisais beaucoup, tu vois, j'avais certains spéciaux. Je sais que un de mes spéciaux, l'idée c'était vraiment de sentir mon pied qui râpe le sol parce que ça me permettait d'avoir une amplitude beaucoup plus forte. Mais peut-être que toi, ça va être de vraiment sentir que tu verrouilles ton adversaire par le haut du kimono et que t'es plus sur la rotation. Enfin, tu vois, j'en sais rien, mais donc le même geste, tu peux avoir des points d'attention qui vont être différents. Et souvent, tes points d'attention peuvent être différents. Tes points d'efficacité vont être différents. Après, il y a un élément qui est moins stable. Ce qui va avec notre évolution, c'est que avec ton niveau d'expertise, ton point d'attention efficace va aussi changer. Tu fais du vélo avec les petites roulettes. Quand t'as 6 ans, bah en fait, t'as de la chance. T'as 2 points d'équilibre en plus quand même. Donc tu vas avoir un point d'attention qui va t'aider à te sentir safe sur ton vélo. Le jour où on te les enlève, ah bah c'est un nouvel apprentissage qui commence. Et puis le jour où tu arrives à faire du vélo sans les mains, c'est pareil, tu vois. Donc je te schématise un peu les choses, mais en fonction de ton niveau d'expertise, potentiellement il y a des points d'attention qui vont être différents. Non, c'est très clair avec cet exemple des vélos, c'est quand même... Non, c'est quand même vachement plus clair. Sur la partie feedback justement, et c'est aussi quelque chose, j'ai l'impression, qui est important, à pas seulement, enfin c'est de faire une sorte d'auto-évaluation de ce qu'on a fait pour marquer ensuite derrière, voilà, le progrès, vraiment une sorte de journal de bord, et être assez rigoureux, j'ai l'impression, pour que ensuite ça produise des enseignements capables de nous amener plus haut ou plus loin. Comment tu vois la façon justement de s'auto-évaluer? Quelles sont les façons de le faire? Est-ce qu'on imagine ça peut prendre aussi énormément de temps? Comment tu... En fait, t'as plein de manières différentes. Tu vas avoir l'aspect chiffré. Donc tu peux avoir le résultat comme je sais pas moi, un chef d'entreprise, il a son chiffre d'affaires, t'as un résultat, ou ton investissement, t'as un résultat. Tu vas avoir des aspects chiffrés liés par exemple au nombre de répétitions que t'arrives à faire, au tir marqué, enfin tu vois, au tir cadré, etc. Ouais, tu regardes les matchs de basket ou de tennis, ils te sortent les stats qui sont plutôt du feedback par rapport à des éléments qui peuvent être traduits en éléments techniques. Tu vas avoir ton ressenti. Et les athlètes, ils sont beaucoup sur le ressenti. Tu vas avoir ton entraîneur, comme ton manager ou tes investisseurs qui peuvent te faire un retour. Et puis après, avec la fixation d'objectifs dont je te parlais, moi, je rentre vraiment dans les détails pour avoir plusieurs leviers pour qu'un même objectif soit travaillé de plusieurs manières différentes, ce qui déjà est beaucoup plus ludique, te permet d'avoir un impact sur les autres objectifs. Et donc, du coup, je crée des curseurs avec l'athlète pour qu'il puisse se voir aussi évoluer. Et donc, en fonction des objectifs, tu vas avoir des indicateurs qui peuvent être différents. Donc, en fait, tu as pas mal de manières différentes d'avoir du feedback. Et en fonction de ton objectif, c'est de trouver le ou les bons indicateurs. Ouais. Ça aussi, j'imagine que c'est un peu du tâtonnement au démarrage, pour savoir qu'est-ce qui est important pour moi de garder en registre, qui va m'aider après derrière, parce que bon, sinon tu t'en sors plus, quoi. Mais s'aider aussi des entraîneurs, des autres personnes aussi, faire des groupes aussi, et pour essayer d'avoir vraiment une sorte d'aspect vraiment objectif, le plus objectif possible. Parce que le problème aussi des émotions et du ressenti, c'est que parfois il peut nous induire en erreur. Et que le résultat va avoir un impact. Tu vois, je refais le lien aussi, si c'est ok pour toi, sur ce côté plus investissement, mais tu peux te dire, bah vas-y, je suis trop nul, je suis passé à côté, ça a flanché. Ouais, bon, en fait, est-ce que le résultat, il est 100% dépendant de toi? Ah bah non, ça dépend du marché, ça dépend de ceci, cela. Par contre, est-ce que sur le process, j'ai été efficace? Et en fait, pour moi, l'idée, c'est de réfléchir notamment au process. De voir si ton process a été efficace, si t'as respecté ce que tu t'es dit, ton fameux plan, et si t'as des choses à améliorer. Parce que, in fine, le résultat n'étant pas 100% maîtrisable, si tu te focalises que là-dessus, ça te donne une valence émotionnelle et un retour qui est pas toujours le meilleur retour pour analyser la situation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Complètement.
On est face à une grande échéance, par exemple, tu dois monter sur scène ou bah ça y est, la course va commencer maintenant. Donc ça, c'est vraiment le moment de recadrer et ton énergie immédiatement. Qu'est-ce que tu as vu peut-être qui fonctionne ou qui t'a peut-être impressionné, qui fonctionne pour recadrer par exemple une énergie qui peut être négative, parce qu'à ces moments-là, il peut y avoir des pensées qui sont pas forcément les bonnes, qui vont pas nous aider. Qu'est-ce que les athlètes ou peut-être les performeurs que tu vois au quotidien utilisent pour replacer leur énergie et faire en sorte que ça soit qu'ils soient dans de bonnes conditions pour démarrer vraiment le moment, quoi. Là, pareil, ça dépend vraiment des profils. Je pense que le discours interne joue énormément, la manière dont tu te parles joue énormément. Si tu montes sur scène et que tu te dis je suis nul, c'est mort. Si par contre t'as un discours interne qui t'aide à être dans l'état émotionnel, qui te permet d'être efficace, déjà c'est un levier qui est hyper important. Après t'en as qui vont se mettre dans leur bulle, t'en as qui vont être plus extravertis, qui vont avoir besoin d'être connectés au coach ou au coéquipier, donc qui vont évacuer un peu l'émotion comme ça. T'en as qui vont avoir besoin de visualiser. Tu les vois, je pensais à un judoka, c'était marrant, sur le tournoi de Paris, qui était juste en train de répéter ses schémas, donc il fait ses mouvements dans le vide, et c'est ça qui l'aide parce qu'il se sent en maîtrise. Donc en fait, ça dépend vraiment des uns et des autres, et c'est pour ça que j'en reviens vraiment sur ce leitmotiv de quand tu te connais, t'arrives plus facilement à savoir ce qui t'aide et à savoir ce qui te met en difficulté, et donc du coup à trouver des solutions en amont. Donc à construire tes routines de perf pour pouvoir être efficace. Il y a quelques années, je détestais parler en public, j'étais pas du tout à l'aise, et ça a été un de mes objectifs, en me disant ok Anaëlle, ce serait intéressant quand même que tu évolues là-dessus. Je me suis mise en situation, donc c'était une intention, et au fur et à mesure, en fait, j'ai trouvé les moyens de me sentir bien, en confiance, connectée, et de gérer mes parasites quand j'ai mon petit diable qui monte sur l'épaule et qui me parle en me disant tu vas raconter quoi aux 200 entrepreneurs qui sont face à toi, dont certains pèsent lourd dans le game. Tu vois, si je commence à écouter ma petite voix négative, potentiellement je vais être moins efficace. Et plus je le fais, plus je vois ce qui m'aide et ce qui me permet d'être efficace. Et pour ça, tu dis que voilà, encore une fois, il faut te connaître en profondeur. Donc c'est là qu'il y a le travail de préparation qui prend peut-être plus de temps en amont, qui est indispensable, parce que je pense pas qu'il y ait des fixes, des solutions rapides qui marchent déjà à tout le monde et qui marchent pour toi en particulier. Si tu sais pas comment toi tu fonctionnes face à ces situations-là, quoi. Exactement. Et ça passe par aussi se poser la question je te reprends l'exemple de la prise de parole en public. La prise de parole en public, j'ai besoin d'être dans quel état émotionnel? Est-ce que toi, tu sais dans quel état émotionnel tu as besoin d'être pour être bien? Ouais, je pense que ce serait connecter, sentir l'amour, l'amour de l'audience. Ok. Et du coup, en fonction de ça, ça te permet de savoir ce que tu vas poser en amont, comme tu vois, même pensée ou action qui va te permettre de te connecter à ça. Si par contre t'as besoin d'être, je sais pas moi, il y en a, tu sais, un peu à l'américaine, hyper punchy, un peu provocateur, etc. En fait, tu vas pas mettre les choses en place de la même manière. Tu vas peut-être te mettre un peu en mode boxeur avant, tu vois, un peu dans le combat, et c'est ça qui va te permettre, quand t'arrives sur scène, d'être bien. Donc c'est déjà identifier ça. Ce qui a l'air simple comme ça, tel que tu le dis, ouais. Mais en fait... Mais en fait, il y a plein de gens qui savent pas déjà identifier ça et ensuite savoir comment faire. Ah, c'est intéressant ça. Parce que tu vois, moi, je me rends compte que ce fameux événement-là, donc j'étais marraine d'un réseau d'entrepreneurs. Et quand ils m'ont invitée, je me suis dit, mais Anaëlle, t'as 30 balais. Vraiment, il y en a qui ont des gros fonds d'investissement, des grosses boîtes, etc. Qu'est-ce que je vais leur raconter? Donc, juste avant, j'avais du stress. J'ai pris du recul et je me suis dit, de toute façon, la réalité, c'est que tu peux pas plaire à tout le monde. Donc déjà, déstresse-toi. Si t'arrives à en impacter 2 ou 3, déjà, c'est pas mal. Ça a été ma manière de le gérer. Je vois l'animateur qui est hyper stressé. Du coup, je vais le voir et je commence à le charrier, on déconne, etc. Donc, j'arrive en mode joueuse.
J'arrive sur scène, je sais pas ce qu'ils vont me sortir, tu vois. Enfin, j'étais dans l'adaptation totale. Et au final, le fait d'avoir été connecté à l'animateur, de m'être déstressée en me disant, bah, déjà, si j'en impacte une partie, c'est hyper bien, et d'être joueuse et authentique. Pendant les 2 jours qu'on suivit, j'ai pas eu un moment pour moi. T'as une bonne partie des entrepreneurs qui voulaient échanger avec moi. Et là, je me suis dit, ok, mon état émotionnel, l'un de mes états émotionnels efficaces, c'est ça. Et ce qui m'aide à rentrer dans cette bulle, bah, potentiellement, c'est d'avoir tel type de discours et tel type d'action. Tu l'as su au moment où tu as fait cet événement? En fait, je le savais déjà en partie, mais je pense que j'assumais pas mon côté joueur. Tu vois, j'ai un côté hyper enfant. Quand je me connecte à mon côté enfant, j'aime bien charrier mais avec bienveillance, tu vois, m'amuser avec les gens. Et bah, du coup, je me sens bien. Et c'est là où je me connecte. En partie, hein, tu vois, sur des gros collectifs, c'est différent d'individuel. Et ça permet d'aller les chercher, de les alpaguer, d'interroger, de rebondir. Mais ça, c'est ma manière de faire. Et tu vois, toi, tu vas avoir besoin d'être dans un état émotionnel qui sera différent. Sentir l'amour et sentir cette connexion-là. Donc peut-être que ce sera quelque chose de plus posé, de plus doux, qui te permettra de te sentir tout simplement bien. Ouais, complètement. Non, mais tel que tu me le dis, moi, en fait, je m'imagine pas me dire. Enfin, je pense que je pourrais être déstabilisé par cette idée, une idée un peu plus négative, genre avec quelqu'un dans la salle que j'apprécie pas ou qui va vouloir me critiquer, et je vais paralyser complètement par cette personne-là, alors que 99% des autres ont une appréciation positive. Et c'est vrai que c'est ça, je pense, qui est difficile d'évacuer. Mais refixer encore une fois sur la notion de l'état dans lequel je veux être, je trouve que ça dépersonnalise la chose, ça rend plus vague le fait que peut-être qu'il y a une personne, mais c'est pas vraiment à cette personne que je parle, c'est dans quel état, c'est plus un ensemble de manière générale, et je pense que ça m'aiderait moi à voir la situation différemment. Donc Et quand tu sais ça, en fait, tu connais déjà ton distracteur. Donc, ça veut dire que tu peux trouver une stratégie en amont à mettre en place, soit seul, soit en étant accompagné, pour faire face à cet aspect-là. Et ouais, c'est intéressant aussi ce côté comment on réagit en collectif, parce que là on était beaucoup par rapport à une bulle, mais en fait on est constamment en fait en collectif avec les feedbacks ou autres. Comment aussi choisir le groupe dans lequel on veut être? Peut-être qu'il y a ça aussi, sélectionner en fait les personnes de l'entourage avec qui on sait qu'on va qui vont nous amener une énergie, qui vont nous amener là où on veut aller. C'est important pour toi la sélection des partenaires. Je pense que les personnes qui t'entourent sont en partie un reflet de toi-même et en même temps peuvent en effet te nourrir dans certaines énergies ou dans certains besoins. Et donc du coup, identifier les collectifs ou les personnes qui vont être des personnes ressources, c'est hyper important. Et en fonction des périodes, c'est pas toujours les mêmes personnes que tu vas aller voir. Donc, alors c'est peut-être un peu bateau ce que je te dis, mais pour moi c'est essentiel. Dans un environnement qui est aussi concurrentiel que celui dans lequel j'évolue, sportif de haut niveau ou manager dirigeant, un sportif de haut niveau, un dirigeant, il est tout seul à décider. Il y a un moment où, en fait, si t'as des doutes, tu peux pas en parler à tout le monde. Parce que si tu commences à en parler et que c'est toi le capitaine du navire, de ton projet, de l'équipe ou de ta boîte, ça va être compliqué. Donc, identifier ces personnes-là, savoir à qui tu peux exprimer ton doute, qui peut venir te percuter un peu quand t'es moins bien, qui va être plus en empathie à l'écoute, qui va te changer les idées, etc. Je pense que c'est aussi hyper important pour trouver ton équilibre. Ouais. Donc c'est une sorte de dream team de tes émotions, de l'émotion que tu veux enclencher à un moment donné, quoi. Quand t'es pas bien, quand justement t'es trop bien, quand tu veux un feedback objectif, quand tu... Après, je peux te donner un exemple plus perso. Moi, je sais que des fois, j'ai besoin d'un côté hyper rationnel. Ce sera mon complément, mon côté complémentaire. J'ai 2 personnes dans mon environnement, tu vois, mon père et mon frère. Je sais que je vais les appeler et il y a des fois où je vais leur dire vas-y, je suis dans tel état émotionnel, je sens que je suis moins lucide sur la prise de décision, donc en gros percute-moi, quoi. Tu vois, c'est un peu le truc où c'est quoi ton point de vue. Et le fait que je puisse avoir quelqu'un en face
qui est vraiment sur un côté purement pragmatique, ça m'aide à voir les choses différemment. Paf, je me décolle et ensuite je commence à réfléchir différemment. Donc je sais quelles sont mes forces, mais je sais aussi que dans certaines situations, je vais avoir besoin de ce regard-là. Et soit j'arrive à me l'apporter moi-même en me disant bah tiens, il penserait comment? Soit bah je vais le solliciter et des fois je pose même l'intention quoi. Vraiment, je dis voilà, je suis là-dedans, mon frère, je peux dire vas-y percute-moi. Et paf, et ça me fait du bien. Et inversement, je sais que lui, il y a des moments où il va venir me voir en me posant des situations pro ou perso, et il sait que c'est fait en toute bienveillance et en toute authenticité. Donc du coup, ça apporte la case qui lui manque à ce moment-là. Ah, c'est intéressant. Il y a un dernier thème un peu que je voulais aborder avec toi, qui je pense est intéressant aussi dans le contexte des compétitions, la compétition sportive, c'est la gestion de l'échec et la résilience qui peut naître de cette façon d'accepter l'échec. Dans l'entrepreneuriat, on a il se dit beaucoup qu'en fait, l'échec c'est juste une partie des obstacles et qu'en fait, il faut en avoir vécu beaucoup pour après arriver à la réussite finalement. Mais d'un côté, tu peux aussi te dire que il y a un moment donné, en fait, quand tu essayes, et c'est particulièrement vrai et assez cruel, je pense, dans le sport de haut niveau, c'est qu'à un moment donné, peut-être tout simplement, en fait, c'est pas ta voie où tu vas pas réussir là où tu veux aller. Peu importe de quelle manière en fait tu vas essayer, parce que bon, il y a la barrière physique qui est là de toute façon et qui est assez réaliste. Et à quel degré en fait du coup est-ce que tu as pu réfléchir à cette idée de construire une résilience, accueillir l'échec, rebondir pour continuer, et voilà, c'est le but, mais en même temps avoir ce côté un peu réaliste de se dire quand est-ce que c'est le moment de pivoter, quand est-ce qu'il faut se dire là je vais juste changer de braquet et aller sur autre chose sans avoir le côté négatif qui va rester sur soi, se plomber dans la suite de son parcours. Il y a plusieurs choses. Je reviens quand même sur cette fameuse base de fixation d'objectifs parce que si par exemple, je sais pas moi, je prends une compète, ton objectif c'est de faire podium. Donc bon, déjà moi les objectifs, je mets une fourchette, tu vois, je mets pas juste du on-off parce que sinon c'est soit j'ai réussi, soit je suis passé à côté. La fourchette, ça te donne un peu plus de flexibilité, ça te permet d'avoir un objectif qui soit atteignable et un objectif qui soit ambitieux. Si tu as respecté ton plan avant, c'est-à-dire qu'on a évalué en amont quelles sont les intentions techniques, tactiques, physiques, mentales, et que tu es aligné là-dedans. En fait, déjà, pour moi, c'est pas un échec, c'est une défaite potentiellement, mais on peut en ressortir des apprentissages. Si tu as réussi, c'est pareil. En fait, moi, je me base d'abord sur est-ce que tu as respecté le plan ? Parce que le plan, on l'a réfléchi en amont, et ça, c'est maîtrisable. Le résultat, ça dépend des arbitres, de la concurrence, des fois de la météo, des conditions X et Y. Donc, vu que c'est pas 100% maîtrisable, si t'évalues tu te fais un débrief que par rapport à ça, t'en ressors pas grand-chose. Ensuite, il y a dans ta question, je pense qu'un élément qui est important, c'est la notion de motivation. C'est d'avoir confiance dans ton objectif. Pas forcément confiance en toi. Et là, il y en a plein qui vont sauter au plafond, mais pour moi, tu peux ne pas avoir confiance en toi et pour autant être en capacité de faire les choses parce que tu as confiance dans ce que tu veux atteindre. Il y en a qui ont énormément confiance en eux et qui se bougent jamais du canapé. En fait, super, t'as confiance, mais tu fais rien pour. Donc vraiment cette notion de d'énergie et d'évaluation à travers aussi cette fixation d'objectifs de qu'est-ce qui est atteignable et qu'est-ce qui peut être ambitieux. Si t'as cette bonne fourchette, déjà t'as davantage de possibilités que ça puisse fonctionner. Et ensuite, en fait, mais ça c'est que ma vision, il y a échec si t'arrêtes d'essayer. Il y a apprentissage si t'apprends de tes erreurs ou t'apprends de ta réussite. Et là, c'est déjà plus la même chose. Aux États-Unis, en fait, ils vont te donner encore plus d'argent si tu veux investir quand t'es sur ton deuxième projet. Parce qu'on dit, mais génial, t'as appris. En France, on nous dit l'inverse. Mais c'est aussi une question d'environnement, de culture. Si tu rebondis derrière, au final, t'as plus de probabilité de réussir. Et quand tu regardes les athlètes de haut niveau, même sur un match de tennis, le nombre de points gagnés, est-ce que tu vois en moyenne combien ça peut être sur des top joueurs en pourcentage sur un match? À 2 points gagnés. Ouais. On est au moins 40-50%.
ça va être entre 51 et 55% sur le top niveau. Tu vois, il y en a plein qui vont se dire vas-y, c'est 80-90%, mais non, en fait, ça se joue à très peu. Donc je sais pas si ça répond à ta question, tu vois, mais pour moi, il y a plusieurs angles. Et quand t'entreprends ou quand t'es athlète de haut niveau, ou même dans la vie en général, si tu sais pas rebondir et t'as pas cette capacité de résilience en disant, bah, même un événement extrêmement difficile, qu'est-ce que j'en ai appris, ça peut te mettre dans une dynamique où bah, tu vas rester enfermé dans certaines croyances limitantes et tu vas t'enfermer toi-même par rapport à un potentiel d'évolution qui pourrait être énorme. Ouais, ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure sur le process aussi, de faire confiance au process, c'est-à-dire on a un plan. Dans ce plan, on imagine aussi qu'il peut y avoir tout simplement une mauvaise calculation, enfin un calcul mauvais qui fait que bah ça peut ne pas fonctionner en fait. Sans être défaitiste, c'est juste être réaliste dans l'établissement du plan au départ, et après de performer et si on est en ligne avec le plan ou on n'est pas en ligne avec le plan. Et finalement, ça décorrèle, si je comprends bien de ce que la façon dont tu l'approches, tu décores vraiment la partie émotionnelle de la partie les efforts que tu as mis pour réaliser le plan, quoi. Ouais. Et c'est comme tu me parlais d'investissement en off tout à l'heure. Quand t'achètes, je sais pas moi, un appart, au départ, t'as un certain nombre d'hypothèses. Donc tu peux dire à l'instant T, ma décision, elle est bonne. Et en effet, à l'instant T, ta décision, elle est bonne. On reprend l'exemple du Covid, paf, Covid arrive, d'un coup, ça change tout le marché. Ou je sais pas, on se tape une guerre, d'un coup ça va être quand même hyper différent. Et bah tu peux refaire l'histoire, mais au final t'avais pas la donnée à ce moment-là. Donc si tout ton process a été bon et que t'as une situation cata non prévisible qui arrive, bah remets pas tout en question. Tu vois, adapte et apprends ça. Mais peut-être que ton process était le meilleur. À l'inverse, t'en as qui vont peut-être faire un investissement qui n'ont aucune donnée, ça va marcher, ils savent même pas pourquoi, et ils vont essayer de repartir dans un truc, mais en fait, ils ont pas pérennisé sur l'expérience. Enfin, ouais, tu vois, c'est le pire des trucs, quoi, des scénarios qui peuvent arriver, quoi. C'est peut-être réussir trop vite, trop tôt, sans base, sans fondement, sans analyse, en fait. exactement. Ouais. Et du coup, t'es pas consciemment compétent ou incompétent. Et il y a des moments où c'est important d'être consciemment incompétent et consciemment compétent. Qu'est-ce que je sais vraiment faire ou qu'est-ce que je sais pas faire? Ah ouais. Et quelque part, c'est rassurant parce que c'est vraiment l'esprit, voilà, le travail qui fait que on peut y arriver en fait. N'importe qui peut mettre le travail et la rigueur pour au moins être consciemment compétent. C'est ça. Qui est déjà la bonne voie pour après derrière devenir consciemment compétent, quoi. C'est ça. Et quelle est à la sortie un peu des JO, mais t'en as fait d'autres, pas seulement de ceux de Paris, mais quelle c'est peut-être la situation de déblocage ou la surperformance qui t'a particulièrement que t'as trouvé particulièrement inspirante, peut-être pour terminer quelque chose qui a dans un parcours et qui donne un peu le témoignage de ce qu'on peut réaliser quand on met en face les bons outils. Bah, tu vois, je parlerais peut-être même plus de l'Olympiade de Tokyo parce que je trouve qu'elle a été très particulière avec, si je repose rapidement le contexte, il y avait un potentiel report des Jeux ou annulation. Donc, on est tous confinés. Il y en a qui sont dans des très bonnes conditions et d'autres vraiment dans des conditions qui sont difficiles. Et puis, ils savent pas si il y aura les Jeux cet été, si ce sera l'été d'après ou plus tard. Et puis, ils partent huis clos. Donc aucune énergie du public, t'entendais les mouches voler. Enfin, c'est quand même très particulier sur ces événements-là, et avec le Covid qui planait autour, donc certains avaient peur de le choper, ça pouvait changer la composition de l'équipe, etc. Dans ce contexte-là, tu vois, l'escrime, ça a super bien fonctionné. Je pense à une au judo avec qui j'ai bossé, Madeleine Malonga, qui vient revient avec 2 médailles aussi, sur les paras pareil. Et en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est
la capacité d'adaptation et à rebondir face à des situations qui sont quand même vraiment extraordinaires, et à transformer ça en positif pour au final donner le meilleur niveau de performance qu'ils pouvaient avoir. Là, à Paris, c'était différent parce que il y avait une pression de dingue, il y avait énormément d'attentes, énormément d'enjeux politiques et financiers, il y a eu des super perfs, il y en a qui sont aussi passés à côté de leur jeu, enfin des JO aussi pour moi en partie d'un point de vue contextuel, et en même temps c'était extraordinaire. L'énergie là, enfin qu'on a vécue même en étant sur le banc était extraordinaire. Donc je sais pas si ça répond à ta question, et pour moi c'est de le prendre, tu vois, dans l'ensemble et par rapport au contexte, ce qui a été développé en termes d'habilité chez des individus et des collectifs. Mmh. Ouais, ça doit être vraiment beau à voir ce genre de choses, parce que surtout que t'auras vécu en fait tous les moments plutôt où la personne était en bas, d'un point de vue énergie ou autre, et de voir qu'elle performe, d'où elle vient. C'est ça qui est d'avoir tout le parcours en fait. C'est ça qui doit être. Ouais. C'est quoi les prochaines étapes pour toi et pour l'évolution justement de la préparation mentale, la psychologie dans le sport? Tu vois des jalons, trucs bah là, ça va être un peu de récup. Tu vois, là, j'ai toujours pas pris mes vacances post-JO. Okay. Je pars dans 2 semaines au Népal. J'attends que ça. Couper mon téléphone, ça va me faire du bien. Donc, en fait, ça va être de récupérer, parce qu'on a eu 2 Olympiades avec très peu de temps de récup. Entre les Tokyo, où ça a vraiment duré dans le temps, et Paris, on a eu que 3 ans. Donc quand on enlève 1 an de préparation, c'est quand même complexe. Ça va être de voir comment aussi au niveau politique c'est en train de bouger, au niveau de l'Agence nationale du sport, etc. Donc les financements qu'on va avoir, parce qu'il y a des énormes coupes budgétaires vu que les JO sont terminés. Donc en fait en fonction des moyens, bah, ça permettra de voir les projets qu'on peut développer ou pas. Donc j'ai envie de te dire, en tout cas dans le sport et le côté prépa mental, c'est de voir comment le contexte va évoluer et du coup les opportunités ou les freins qu'on aura pour pouvoir s'adapter à ça. Après, j'ai d'autres objectifs, peut-être plus entrepreneurial aussi, justement dans l'idée d'apporter une valeur ajoutée dans un autre contexte et de me challenger sur un projet entrepreneurial. Je pense qu'il y a vraiment un vaste domaine là pour toi sur cette étape-là. Ouais, la page est encore blanche, il y a plein de choses à faire. Complètement. Est-ce qu'il y a des ressources que tu pourrais donner aux personnes sur ces sujets qu'on a évoqués aujourd'hui qui seraient intéressants? Alors j'ai plus les films en tête, mais t'as quand même pas mal de films sympas sur Netflix, faudrait que je re-regarde. Dans les bouquins, c'est quand même très technique encore ce qui est proposé. Il y a le mental du champion que j'aime bien aussi, tu vois, j'ai la carte d'un de mes collègues, Makis Chamalidis, qui avait écrit ça avec François Ducasse. C'est facile à lire, ça fait réfléchir et c'est bien, c'est assez métaphorisé. Et après, moi, sur mon site internet, j'avais mis pas mal de ressources parce qu'il y en a plein qui me posent 10 000 questions là-dessus, même sur les formations, sur des contenus. Donc, j'ai mis des vidéos, des podcasts, des articles aussi sur ces différents thèmes. Et ensuite, à la Société française de psycho du sport, la SFPS, où t'as aussi un peu de contenu qui est validé scientifiquement et qui peut être intéressant à regarder. Ok, on mettra tout ça dans les liens de l'épisode, comme ça sera bien fourni. Et pour te joindre, le meilleur canal, c'est quoi? LinkedIn peut-être ou... LinkedIn, mais je réponds pas de manière très réactive encore, parce que beaucoup de demandes, ça va être mon site internet. Sur le site? Ouais, prépamental.fr, où en envoyant un mail, je vais répondre. Et LinkedIn, si t'as un peu de patience, voilà. Je réponds, mais par cycle, donc c'est un peu plus différé. Il y aura sûrement le Népal entre-temps. C'est ça. Ok, super. Merci beaucoup, Annelle. Avec grand plaisir, merci à toi. À bientôt. Ciao. Bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!